C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur vos plateformes. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez qu'on entre dans la séquence Banque centrale du mois de juin avec ce soir, tout à l'heure, à 20h, heure française, la décision de la Réserve fédérale américaine qui pourrait différer un petit peu des décisions précédentes puisqu'on attend un statu quo monétaire. C'est l'idée de la pause qui a été signalée il y a déjà quelques semaines de cela par Jérôme Powell, notamment le président de la Réserve fédérale américaine. Une pause pour le mois de juin qui semble se confirmer après les indications qu'on a pu avoir notamment sur l'inflation des prix à la consommation. On l'a vu hier avec une baisse assez marquée quand même de l'inflation globale aux États-Unis qui tombe à 4% sur un an désormais. Cette désinflation qui est encore à venir peut-être devant nous est confirmée également par les prix à la production qui ont été publiés cet après-midi et qui montrent là aussi une détente assez significative. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté des marchés, on se prépare à recevoir le discours de Jérôme Powell et la décision de la Fed avant la BCE demain. On notera que le dollar a commencé à se détendre un petit peu depuis quelques jours. L'euro-dollar tient le niveau de 1,08 et même un peu au-delà. Et puis sur les marchés actions, les records sont toujours d'actualité. Record de plus d'1 an pour les marchés américains, S&P 500, Nasdaq, qui ont rebondi désormais de plus de 20% par rapport à leur point bas du mois d'octobre 2022. Nouveau record de 33 ans pour le Nikkei ce matin au Japon. Et puis record absolu à signaler aujourd'hui également pour le DAX en Allemagne. Voilà pour la situation de marché. Discussion à suivre avec nos invités évidemment dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur les actifs privés et comment faciliter l'accès aux private equity, aux actifs privés dans leur ensemble, aux clients privés, à l'épargnant final. C'est un sujet industriel qui monte en puissance depuis quelques mois et quelques trimestres maintenant. Et l'invité du dernier quart d'heure sera le cofondateur et directeur général de la plateforme Arch Invest, Pierre-Olivier Desplanches, qui sera avec nous en plateau donc pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour, chaque soir à 17h en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen, et les marchés qui évoluent en hausse en attendant la Fed. Et oui, les valeurs défensives tirent les indices globalement. Sans grande surprise, le marché attend la décision de la Fed d'un pied ferme. En attendant, on apprenait cet après-midi qu'aux États-Unis, les prix à la production ont baissé plus que prévu en mai. L'indice a diminué de 0,3% par rapport au mois précédent. Par rapport à l'année précédente, il a augmenté d'1,1%. C'est la plus faible progression depuis la fin de l'année 2020. Les rendements obligataires américains chutent après les prix à la production. Le dollar, lui aussi, est touché. A contrario, on remarque que la livre sterling est à un plus haut d'1 an face au dollar. Plus près de nous, en zone euro, la production industrielle connaît une hausse plus forte qu'attendue en avril grâce à une augmentation de la production des biens d'investissement et de celle de l'énergie. La production a donc augmenté d'1% d'un mois sur l'autre et de 0,2% sur 1 an. Sur le marché américain, c'est un poids lourd et une star de la cote qui plombe le Dow Jones. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'univers de la tech au sens propre, quoique le titre United Health qui chute aujourd'hui, numéro 1 mondial de l'assurance santé. Et oui, il entraîne avec lui les actions des compagnies d'assurance maladie. United Health a déclaré qu'un pic de la demande pour des procédures médicales retardées depuis longtemps au cours du deuxième trimestre devrait entraîner une augmentation de ses coûts médicaux. On remarque que l'avertissement a en revanche fait grimper les actions des fabricants d'appareils médicaux et des exploitants d'hôpitaux. Activision Blizzard et Microsoft reculent après une décision de justice favorable à la Federal Trade Commission qui souhaite le blocage temporaire de la fusion entre les deux groupes dans l'attente d'une audience prévue la semaine prochaine. Alphabet est accusé par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles concernant ses activités de publicité numérique. Cela pourrait conduire le groupe à céder une partie
partie de ses activités. En Europe, Vodafone et CK Hutchison officialisent la fusion de leurs activités au Royaume-Uni dans une opération à 15 milliards de livres. À eux deux, ils s'engagent à créer le plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile pour stimuler la concurrence et investir dans l'économie du pays. Et puis, à Paris, Casino s'envole après l'offre à 1 milliard du trio Niel, Pigas, Zouari, visant à monter au capital du groupe. Demain, banquiers, avocats et conciliateurs ont rendez-vous au ministère de l'économie et des finances pour lancer la restructuration de la dette du groupe Casino. Tendance, mon ami, chaque soir le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter l'actualité de la planète marché. Vincent Genzi est avec nous, le directeur de la stratégie de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guiboud d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Et à nos côtés enfin Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Bon, la pause qui semble acquise pour ce meeting. Alors j'ouvre la discussion. Si vous pensez qu'on aura une hausse de taux ce soir, allons-y. Si la pause est acquise pour ce meeting, qu'en est-il pour les suivants? C'est un peu la question qu'on se pose. Avec une inflation quand même aux États-Unis, on peut y revenir, qui se détend depuis 11 mois maintenant, et j'irais même jusqu'à 12 mois, puisqu'on a tous en tête que l'inflation globale aux États-Unis va sans doute encore franchir une belle marche à la baisse pour le mois de juin. On aura le rapport en juillet, mais on a d'ores et déjà l'idée que l'inflation globale aux États-Unis sera autour de 3% peut-être au mois de juin contre 4% au mois de mai. Et ensuite, c'est un peu la question, qu'est-ce qui va déterminer ensuite la trajectoire de l'inflation et par voie de conséquence le futur peut-être de la politique monétaire américaine? Benoît. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, on alertait notamment, on alerte sur le positionnement des marchés qui nous semble très confortable dans cette idée de la pause. Justement, il y a une espèce de risque asymétrique où on a un peu peur justement de voir les marchés surpris par un ton finalement peut-être un peu plus hawkish que ce qui est pricé. C'est vrai que dans le marché, on a toujours beaucoup de confort dans l'idée de ce pivot de la Fed. On attend des taux qui se baissent justement d'ici la fin de l'année. Mais quand on regarde un peu la petite musique de fond des marchés, il y a eu un sondage dans le FT publié il y a 2 jours où la communauté des économistes attend encore 2 hausses au final. Donc certes, peut-être pas à ce meeting-là, mais ensuite encore 2 hausses à venir éventuellement. Pour la Fed. On a effectivement différentes déclarations de banquiers centraux, enfin de membres de la Fed, effectivement, qui ont eu un discours plutôt agressif. Et nous, ce qu'on notait, c'était déjà depuis 2 mois, c'est notamment les anticipations d'inflation à long terme dans l'étude de l'Université du Michigan sur le consommateur, qui sont toujours au niveau de 3%, même un peu au-dessus. Et ça, c'est problématique à notre sens, puisque c'est justement l'année dernière, ce qui avait poussé, c'était en mai où elles avaient dépassé les 3%, c'est justement ce qui avait poussé Powell à avoir un discours très agressif, et on avait lancé les hausses de taux assez importantes. Donc il y a cette espèce d'impréparation du marché à une éventuelle surprise hawkish qui nous pose problème. Maintenant, de notre côté, en tout cas, ça n'est pas le scénario central. Nous, on est assez convaincus par l'idée de réaliser une pause, précisément parce que les chiffres d'inflation sont encourageants. En réalité, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés hier, certes, on aimerait voir l'inflation décroître plus rapidement sur le côté corps. Mais en réalité, on sait que ça va être le cas. Il y a la dimension immobilière, les dimensions plutôt retardées. On sait qu'elles mettent du temps à se retourner. C'est le cas. Il y a des petites déviations d'un mois sur l'autre. Mais on sait que ces morceaux-là qui pèsent lourd dans l'inflation vont continuer d'entraîner la décrue de l'inflation. L'autre élément qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'il faut prendre le resserrement monétaire dans son ensemble. Aujourd'hui, effectivement, on se focalise sur la hausse marginale. Mais en réalité, on a fait depuis 1 an un resserrement monétaire qui est très important, qui a des conséquences. Il y a le délai de transmission de cette politique monétaire dans le cycle économique qu'il ne faut absolument pas négliger. Et on a encore, même si c'est un peu mis en sommeil un peu en ce moment, ce stress bancaire, ce stress financier qui pour nous n'a absolument pas disparu. Il est un peu mis en sommeil par les mesures qui ont été mises en place qui permettent de le contenir, mais il n'a pas disparu. Il a peut-être une forme un peu différente, on pourra éventuellement y revenir, et qui rendent éventuellement dangereuses ces hausses de taux. Donc en gros, dans ce débat... Chaque 25 BP de plus, c'est ça. On est dans une zone fait dangereuse. peser alors un risque économique, mais d'abord et avant tout un risque financier peut-être, vu le niveau qui a déjà été... Exactement. On est dans une configuration où il y a le débat entre est-ce qu'on fait une hausse supplémentaire au risque de casser quelque chose, ou quitte à rebaisser les taux un peu plus dans la foulée, ou est-ce qu'on prend le temps
et on évalue justement ce qu'on a fait jusque-là. Nous, on pense que c'est plutôt cette deuxième option qui se profile, qui semble la plus sage. Et effectivement, ça reste notre scénario central. Il y a des arguments forts quand même. L'idée qu'on peut prendre le temps d'observer un peu ce qui se passe après 500 points de base de hausse de taux. L'idée qu'on a déjà vécu il y a 3 mois des craquements financiers qui ont quand même mis un peu de stress chez tout le monde et qui renchérissent d'ailleurs le durcissement de la chaîne de crédit. J'allais dire, la barre pour quitter la pause, elle va être relativement élevée quand même, Benoît. En tout cas, ça semble être le cas de notre côté. Quand on regarde le bénéfice d'une hausse de taux supplémentaire par rapport au niveau actuel, en termes de lutte contre l'inflation, il est finalement assez faible. Toutes les courbes de taux sont très inversées. Il n'y a pas grand-chose à gagner à monter les taux. En revanche, ça remettrait une couche de stress financier qui peut être assez considérable. Donc à quoi bon réaliser ça ? Autant évaluer. On a fait un resserrement assez important. Quand on le compare à l'historique, ça mérite qu'on prenne le temps d'évaluer ces effets. Bon. Vu l'échec collectif à prévoir l'inflation quand même depuis 12-18 mois, c'est difficile d'être totalement confortable, même quand on voit une inflation globale aux États-Unis qui aura été divisée par 3 en un an. On était à plus de 9% en juin, on sera à 3% sans doute en juin pour ce mois de juin. Vincent, comment vous qualifiez la pause ? Est-ce que c'est une pause qui sera facile à tenir pour la Réserve fédérale américaine ? Alors, premièrement, je dois dire que Benoît a déjà dit beaucoup de choses que je partage. Ensuite, je crois que la Fed ne veut pas trop décevoir les marchés par rapport à son discours habituel. Elle n'aime pas prendre les marchés par surprise, sauf quand elle y est obligée. Donc je pense qu'effectivement, il y a 95% ou 99% de chances sur 100 que ce soir, elle fasse effectivement une pause. Reste à savoir comment elle va la qualifier. Est-ce qu'elle va dire que c'est une pause qui est durable ou est ce qu'elle va dire, ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire, voilà, on peut se permettre de rien faire ce mois-ci, le temps de voir si la décrue de l'inflation se poursuit et à quel rythme, et on se laisse la possibilité de. Ce serait assez logique compte tenu des discours qu'ont eu les précédents gouverneurs avant la quiet période où ils ne peuvent plus s'exprimer. Une Fed qui resterait très ouverte pour le prochain meeting du mois de juillet. Oui, mais je pense en voulant quand même rassurer, en disant, bon, écoutez, a priori, on a fait une bonne partie du boulot. L'inflation core, elle va diminuer, mais moins rapidement. L'objectif est quand même loin. Les 2%, je ne suis pas certain qu'on y soit à la fin de l'année sur les indications de la Fed. C'est-à-dire pas forcément le PPI, mais le CPI, mais le core CPI, j'en sais rien. De 3 à 2, ça va être dur. Non, mais même 3 sur le core CPI, ça va être dur. Sur l'inflation. Oui. Or, la Fed, elle regarde quand même, pour faire baisser les prix. Là, on parle de baisse des prix, on ne parle plus de réduire la hausse, mais pour faire baisser les prix par rapport au niveau qu'on a atteint aujourd'hui, il faut qu'il y ait une baisse de la demande. Aujourd'hui, on n'a pas cette baisse de la demande. Les industriels ont encore une énorme capacité à augmenter les prix. Et ça, la Fed le sait. Et elle sait que les industriels ont également été assez tentés de pousser le curseur de la hausse des prix. Donc, elle veut revenir en arrière aussi pour des questions de pouvoir d'achat. Parce que sinon, c'est les salaires qui embrayent. Et les salaires, ils sont encore à peu près à 4% par an. Donc moi, je pense que la Fed, elle va intégrer tout ça. Donc elle va dire, OK, je vous avais dit qu'on n'était peut-être pas loin, on arrête. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête définitivement. Et elle va certainement dire qu'il est vraiment trop tôt pour anticiper une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Donc, je pense que les marchés ne vont pas être trop déçus de tout cela. On a oublié une toute petite chose, c'est que théoriquement, lors de cette réunion, ils doivent également revoir leurs prévisions économiques. Donc, on va voir également ce que disent les gouverneurs, les dot-com sur, évidemment, les taux terminés. Les dot-com, c'était... Oui, pardon, merci. C'était une autre bulle. Donc, les dots de la Fed. Et puis, trajectoire de taux, mais ici, perspective économique. Là, on est quand même sur 1% de croissance cette année maximum, mais l'année prochaine, c'est pas beaucoup. Et puis, également, ce qu'ils anticipent en termes d'inflation. Donc je pense que le marché va devoir digérer tout ça, mais globalement, il ne devrait pas y avoir de trop mauvaises surprises. Bon, est-ce que c'est encore un sujet de préoccupation, l'inflation pour un investisseur action, notamment Gilles, bon, il y a la situation américaine, la situation européenne qui est peut-être encore différente. Dans les enquêtes mensuelles réalisées par la banque Bank of America, en l'occurrence, on en parlait à la mi-journée avec une intervenante de BofA, elle notait que l'enquête du dernier mois montrait que la préoccupation inflationniste était redevenue un sujet majeur chez les investisseurs, qui avait été un peu éclipsé par l'affaire SVB. Alors, le lien, effectivement, est facile à faire, mais c'était plus le risque financier qui inquiétait il y a encore 1 ou 2 mois. Et là,
L'inflation revient dans les sujets de préoccupation des investisseurs. La persistance. Alors d'abord, deux commentaires. Moi, je suis impressionné finalement par la façon dont cette période d'inflation, on a entendu pique-pendre sur la qualité supposée des banquiers centraux qui faisaient pas ce qu'il fallait, et on continue. Ils ont quand même réussi à monter les taux de 500 points de base. Et on ne l'a pas senti, j'ai envie de dire, ou assez peu. Et d'abord, c'est un vrai coup de chapeau parce qu'on a décrié Powell sur son parcours. C'est quand même un joli tour de force ce qui a été fait. Maintenant, l'autre commentaire, c'est on voit bien que les investisseurs, pour une grande majorité, ils sont déjà partis dans, non pas la pause, mais dans finalement une attitude un peu plus dovish. J'en veux pour preuve la surperformance qu'on a pu observer des valeurs de croissance qui, quelque part, ont vu leur revalorisation, leur multiple de valorisation déjà réinflaté depuis quelques mois. Et le marché action a pris pour acquis la pause. Et j'allais dire même un peu plus que la pause. Et même un peu plus que la pause. Et s'il devait y avoir, et donc là, ça j'en viens au commentaire, et le fait qu'il y ait une pause qui soit affirmée, réaffirmée, et avec ce message qu'on pourrait ne pas avoir de baisse cette année, parce que c'est un peu ce qu'on anticipait, même si c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, il y a quelques investisseurs qui pourraient être déçus, parce qu'en fait ils avaient quelque part inflaté le multiple de valorisation. Donc ça pourrait quand même avoir un petit impact. Est-ce que ça a un impact et est-ce que c'est important pour les gérants actions ? Oui, parce que le discours sur l'inflation, parce qu'en réalité, le discours sur l'inflation, c'est quel niveau de taux. Et le niveau de taux, quelque part, il va aider à déterminer quel est le multiple de valorisation le plus juste. Oui. Et en réalité, ce qu'on a pu voir de manière un peu caricaturale depuis 2 ans, les gérants actions, c'est devenu une dérivée seconde des marchés de taux. On est devenu des variables d'ajustement. Donc, je pense qu'on a des facteurs de rattrapage et de soutien aujourd'hui qui sont assez puissants. Mais on voit bien comment les marchés actions, ils ont réagi à ça. Le grand intérêt des investisseurs actions et des analystes actions, c'est pour poursuivre le point de Vincent, c'est que vous avez quand même une connaissance des stratégies prix des entreprises, d'un point de vue micro, d'un point de vue bottom-up. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le pricing power généralisé tel qu'on l'a connu ces derniers mois, ces derniers trimestres, a encore un peu de grain à moudre devant lui ? On s'est retrouvé dans une période de disruption un peu généralisée pour différentes raisons, et auxquelles ont été confrontées toutes les entreprises, période qui a permis en fait à toutes les entreprises de monter leurs prix et donc de transférer au consommateur final toute la charge, toute la charge de la disruption. Avec une demande non réalisée qui était en face et qui acceptait aussi ces hausses de prix. On voit bien qu'aujourd'hui, d'abord, on commence à avoir des stratégies, on commence à avoir des sociétés qui essayent de garder leur acquis, on va dire. Mais on voit bien que les volumes, ils commencent à caler. Ça, c'est une force de rappel qui va être rapidement importante ? Des volumes qui calent pour des entreprises, très vite, à un moment donné, si on n'utilise plus les taux d'utilisation, si les taux d'utilisation commencent à baisser, ça va se voir sur les marges. Donc il y a forcément des entreprises dans un monde concurrentiel. Donc la question, c'est est-ce que le monde est encore suffisamment concurrentiel ? Et il y a régulièrement des débats pour dire en fait qu'on est taillé des sociétés trop grandes. Mais si aujourd'hui, effectivement, on est encore dans un monde concurrentiel, et il y a quand même des secteurs qui le sont, le secteur de l'auto est en train de se faire, Tesla est un bon exemple, en réalité, la réaction, ça va être de dire si je baisse mes prix pour essayer de gagner ma part de marché ou pour essayer de maintenir mon taux d'utilisation, il va y avoir des réactions. Et donc, ces gains, on va dire, ces gains de marge, ou en tout cas cette stabilité des marges affichées, sur des chiffres d'affaires plus élevés. Donc en réalité, si on avait gardé juste en pourcentage, en réalité, on aurait quoi ? On a fait plus que compenser en réalité. Bien sûr, oui. On a fait plus que compenser parce que bien sûr. Si on fait que juste si on fait juste translater la hausse des coûts, en réalité, ça se traduit par une érosion de marge. Non. On n'a pas vu d'érosion de marge. On a eu des marges stables, donc c'est encore pire que ça. Donc à un moment donné, on va avoir des entreprises qui vont être obligées de rendre un tout petit peu, à mon sens, Alors encore une fois, ça va dépendre des secteurs, il y a toujours des entreprises qui sont mieux placées que d'autres, mais dans l'ensemble, de manière agrégée, on devrait quand même voir une érosion. Mais pas pour tout de suite, Vincent. C'est ce que vous dites. La vitesse, c'est très difficile à maîtriser, parce que vous savez quand même que
un des déterminants, c'était que les épargnants avaient beaucoup d'excédents d'épargne, hein, en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, partout. Donc ils sont précipités pour acheter à n'importe quel prix. Là, on arrive un peu au bout. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'excédent d'épargne, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont continuer à taper dedans aussi vite. Donc, je pense que les consommateurs vont commencer à bouger un petit peu. Et puis, les goulots d'étranglement, ils sont également pas mal assouplis. Donc, il y a un peu moins de pénurie. Les carnets de commandes doivent être également un peu moins fournis. Donc, ça ici peut et là, se retourner peut-être plus vite. D'accord. Après, il y a encore, je disais, c'est le patron de Safran dans le FT. Alors, c'est peut-être juste l'industrie aéronautique. C'est quand même un énorme business. Aéronautique et défense. Oui, aéronautique, défense. Il n'y a pas une once d'amélioration sur les problèmes de supply chain depuis le Covid, aujourd'hui, en juin 2023. Non, mais surtout qu'il y a toujours les problèmes de tension personnelle. Et on parle d'accéder aux composants. Bien sûr. Oui. Donc, dans certains secteurs, ça reste quand même majeur, la question de l'offre. Non, c'est pour ça que, quand on disait que l'objectif de la Fed, elle l'avait dit à un moment donné, c'était de faire baisser la demande pour ramener l'inflation dans les clous. Bon, on en est loin. Sur la demande, alors je vous laisse commenter, bien sûr, Benoît, mais cette idée que l'épargne excessive, résiduelle, pourrait se transformer en épargne de précaution, au final. Et c'est un peu peut-être l'erreur d'analyse qu'on a fait sur la Chine, en se disant oulala, ils ont vachement épargné pendant 3 ans, à force d'être confinés, le revenge shopping va être à la hauteur de l'épargne qui avait été accumulée. Sauf que les Chinois ne sont pas les Américains, ils vivent dans un monde un peu différent du point de vue notamment des filets de sécurité, etc. Je ne parle même pas de l'Europe en comparaison, et qu'on comprend qu'une partie de cette épargne excessive, elle devient très vite de l'épargne de précaution. Mais c'est ça, c'est justement l'exemple que j'allais citer, c'est la Chine. Tout le monde s'attendait à ce déluge d'épargne qui allait être mobilisé, nourrir la croissance. Finalement, on voit que c'est clairement décevant par rapport à ce qui pouvait être attendu. Et effectivement, ce qui détermine les comportements d'épargne, c'est parfois très complexe. Et il ne faut pas oublier que, en partie, ce qui les détermine, c'est la confiance aussi qu'on a dans son système de santé, son système de retraite. Et effectivement, en Chine, on peut légitimement comprendre, pour des ménages qui ont en plus été mis à rude épreuve avec les déboires du marché immobilier, auxquels ils sont très très exposés, il y a une volonté de conserver une large part d'épargne de précaution. Alors après, aux États-Unis, c'est pas la même chose. Et il y a notamment un recours au crédit qui est extrêmement très important. C'est-à-dire que les ménages américains, depuis assez longtemps, et c'est probablement ça qui tient l'économie américaine, qui l'empêche de freiner aussi plus rapidement, c'est qu'effectivement, on mobilise son épargne. Et ça, c'est plutôt les ménages les plus modestes. Mais je suis tenté de dire que ça, c'est plutôt déjà fait et que le reste de l'épargne ne va pas forcément être mobilisé pour consommer. Et ensuite, on utilise le levier du crédit. Et dans les deux cas, ce qu'on constate, alors je sais, ça prend du temps, les délais c'est toujours très compliqué, les délais. Voir l'économie ralentir et faire freiner l'économie alors qu'on l'a surstimulée avec des chèques faits aux ménages, ça prend peut-être plus de temps. Mais ce qu'on voit, c'est que le taux d'épargne en flux, il est en train de remonter et que les crédits, notamment les crédits qui sont les plus destinés à la consommation, les crédits conso, etc., les taux sont devenus très élevés et ça se retourne. Les encours de crédit se retournent. J'ai vu 20%, c'est ça, sur des taux de crédit à la consommation aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, cette logique de mobilisation de l'épargne et de recours au crédit, même pour des Américains, ça va commencer à toucher ses limites et c'est ce qui implique le freinage. Maintenant, sur cette logique des marges, ce qui est très problématique, c'est vrai que ça va se demander si on n'est pas tous victimes de l'illusion monétaire en réalité, parce que peut-être qu'on se dit on a eu une hausse de salaire, l'inflation est beaucoup plus élevée, mais bon, j'ai eu une augmentation de salaire, donc je continue d'accepter des tarifs beaucoup plus élevés. Est-ce que combien mon panier a augmenté? C'est ça, exactement. Je veux dire, à quelques pourcents près. Et il y a peut-être, notamment quand on dresse le portrait de l'économie américaine, déjà beaucoup de données sont publiées en nominal, sur les mets en réel, c'est beaucoup moins flatteur. Vous regardez les ventes au détail, en réalité, ça fait des mois que ça se contracte. On n'a pas du tout les chiffres qui sont en nominal. Même chose sur ce qui est le proxy de l'investissement, les biens d'équipement, corps, même chose, vous retraitez de l'inflation, ça ne dresse pas le portrait d'une économie très florissante. Et surtout, sur cette thématique-là, le problème, en réalité, c'est plus déporté en Europe qu'aux États-Unis. C'est aujourd'hui, en Europe, en réalité, on a plus une problématique de salaire combinée à une problématique de marge où finalement, les marges entretiennent... On se retrouve avec les deux phénomènes, les deux facteurs inflationnistes. On pensait ne pas avoir en Europe. Les plus embêtants à gérer, quoi. Et exactement. La problématique, c'est que jusqu'à présent, l'inflation s'est corrigée en partie assez rapidement, plus rapidement que prévu, même en réalité sur l'inflation totale, parce qu'il y a une dimension matière première, parce que c'est les problématiques logistiques. Sauf que là, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que cette inflation-là à corriger, elle nécessite de faire freiner l'économie. Donc en réalité, les effets négatifs du resserrement et de chaque hausse marginale, ils sont là devant nous parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire freiner l'économie si on veut lutter contre ce type d'inflation.
Juste petite parenthèse sur la Chine, là, on a vu alors tout au cours du mois de mai différentes mesures annoncées, monétaires, budgétaires, etc. On a vu hier une baisse d'un des taux directeurs de la Banque centrale chinoise. C'est une accumulation de signaux qui fait dire que le régime est en train de prendre conscience que la reprise est peut-être pas suffisante pour l'objectif d'être autour de 5%. Elle est clairement pas suffisante. Enfin voilà, c'est clairement le souci de respecter l'objectif qui a été annoncé. Maintenant, on peut avoir des doutes sur l'efficacité, une nouvelle fois, de cette relance. On a évoqué les comportements d'épargne. Ce qui s'est passé dans l'immobilier en Chine est un quasi-traumatisme pour les ménages. Donc, restimuler une économie où ils l'ont fait habituellement par l'immobilier, là, ça va être un peu différent, sachant qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, l'économie chinoise fonctionne avec le reste du monde. Et du côté des exports, c'est pas génial. Donc, à la fois, le moteur interne, on a des doutes sur l'efficacité de le relancer, et le moteur externe, il n'a pas des perspectives super florissantes. On en vient au marché ? Non, ouais. Bah, tiens, c'est intéressant aussi parce que je vois que le DAX a pris la relève du CAC en Europe. Là. C'est le DAX qui marque des records aujourd'hui. Le CAC marquait ses records fin avril. Ouais. Enfin, le DAX coupon inclus, toujours le même. Oui, bien sûr, oui, avec les dividendes. Non, mais je sais pas, comme on parlait de la Chine, l'Allemagne est en récession, le DAX est au plus haut historique. Je sais pas, est-ce que la Chine a une affaire à voir avec cette histoire ou pas ? Alors, je ne sais pas ce qui aujourd'hui fait bouger le DAX précisément, mais très clairement, la perspective d'avoir une récession moindre parce que l'activité va un peu mieux, c'est pas mal pour les valeurs industrielles et donc c'est pas mal pour l'Allemagne. Et puis on dit, bon bah voilà, là, on a eu une récession technique en Allemagne, on n'a pas passé le creux. J'ai toujours beaucoup de mal à commenter la performance des indices, pour être très honnête, parce qu'en réalité, ça peut être lié à des effets de structure et de valeur. Donc, au-delà des effets de coupons, il peut y avoir des effets de structure. Là, j'ai pas regardé aujourd'hui, effectivement. Non, bah, c'était... Qu'est-ce qui marque alors justement la dynamique des marchés actions en Europe là depuis ces dernières semaines ? On note que il y a moins de surperformance, pour dire les choses. Enfin, l'Europe sous-performe, mais tient des niveaux de prix qui sont quand même élevés. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'en réalité, si on regarde de manière un peu macro, l'Europe, c'est un proxy de la croissance mondiale. C'est un marché dans lequel on va investir parce qu'il est cyclique. Ouais. Il est perçu comme cyclique parce que c'est l'économie la plus ouverte sur le monde. 50% à peu près des chiffres d'affaires, même un peu plus, des entreprises européennes sont faites en Chine et aux États-Unis. Donc quand ça va bien et quand il y a une reprise, ce qu'on attendait en début d'année, bah, l'Europe, c'est effectivement l'endroit où on peut aller capter ça. D'autant qu'en plus, en début d'année, on avait cet intérêt toujours pour la value et notamment pour le secteur bancaire qui bénéficiait de cette amélioration, on va dire, de fonds qui étaient les marges d'intérêt. De ce point de vue-là, le resserrement des conditions de crédit lié à ce qui s'est passé aux États-Unis avec SVB, une reprise un peu moindre en Chine, et le poids du secteur bancaire sont très clairement venus mettre un tout petit peu un couvercle sur la performance. Maintenant, si on regarde d'un point de vue plus sectoriel ou plus granulaire, ce qui a fait la performance des États-Unis depuis 2 mois, c'est la croissance, ce qui fonctionne en Europe. Si on prend l'équivalent en Europe, Dassault Systèmes, SAP, ASML, on a connu des envolées qui sont à peu près équivalentes. D'accord. Donc, j'ai de plus en plus de mal à avoir des lectures qui soient géographiques. Alors on peut les expliquer, mais on les explique. C'est plus une question de structure, de pondération, de poids de certains secteurs ou de parce que en fait, types d'entreprises. Voilà, parce que si on regarde des sociétés avec caractéristiques équivalentes, en réalité, on va trouver des performances qui sont du même ordre, sauf raison idiosyncratique. Alors, il y a quand même un thème qui est un peu calé, c'est le luxe. Hein. Je ne sais pas s'il faut revenir à la Chine sur ce sujet, mais on mettait les calls face aux GAFAM en comparant ces 2 groupes de valeurs avec des caractéristiques présentées comme communes. Bon, les GAFAM et quelques autres continuent leur envolée. Le luxe, lui, a connu un vrai coup d'arrêt au mois de mai. Hein. Il cale sur la partie peut-être chinoise. Alors, il cale sur la crainte que la Chine, le redémarrage soit pas aussi fort. Il cale sur le fait que le marché américain est vraiment en train de ralentir et ça a été un très gros moteur de croissance. Hein. On est le business du luxe. Sur le business du luxe. D'accord. Là où, dans le même temps,
il y a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle Ah bon qui est venu redonner Capter l'attention. redonner un coup d'accélérateur sur toute la sphère technologique. Donc voilà, il y a aussi des raisons. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes rythmes, mais voilà, il y a aussi ces éléments qu'on doit prendre en compte. Bon, on est reparti 10 ans avec les GAFA, là, du coup, avec Ouais, j'en sais l'intelligence rien. artificielle. Non, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Bah, déjà, on a déjà eu 10 ans. Hein. Ah bah, Des cycles de 20 ans, généralement, ils se font pas one shot. Hein. mais c'était l'enseignement qu'on tirait de ce cycle de 10 ans, de dire il y a de grandes chances que les leaders des 10 dernières années, les so-called GAFAM, ne soient pas, ou plus les seuls leaders, en tout cas, du nouveau cycle ou du futur nouveau cycle devant nous. Bon, Mais je pense que c'est pas faux. d'accord. Enfin, Le marché se trompe. tout à l'heure, tu as parlé de dotcom. Voilà, tu fais le lien. IA, c'est dotcom. Alors, on ne peut pas comparer. This time is different. Ah. C'est pas bien quand on dit ça. Hein. Non. Parce que généralement, c'est mauvais signe. C'est sûr qu'on n'a pas l'exubérance générale qu'on avait sur le Nasdaq, les valorisations qu'on avait sur le Nasdaq qui se payaient 100 fois. Donc, si aujourd'hui, l'explosion de l'IA, je ne peux pas la qualifier de bulle spéculative extrême. C'est pas tout à fait comparable. Mais n'empêche que dans la construction du truc, ça ressemble beaucoup au dot-com. Ah bah il y a un phénomène d'engouement massif. Il y a l'engouement, Ouais, il y a ah oui, c'est un game changer. Enfin, sauf que l'argent il va sur des boîtes qui pèsent des trillions de dollars de oui, market exactement. cap. Oui, et puis C'est pas il y a aussi, PerNoël.fr, quoi. oui, il y a aussi des mécaniques de marché qui fait que l'argent se polarise là-dessus. Parce que il n'y a quand même pas eu des volumes colossaux à la hausse, mais ils ont été exacerbés parce qu'il y a eu beaucoup de participation de hedge funds. C'est une étude de JP Morgan qui montre que beaucoup de hedge funds ont fait un jeu classique. Soit ils étaient long Nasdaq et short Russell 2000, ou alors ils étaient long Nasdaq ou GAFAM et short SP500. Donc on a des positions short sur le SP500 qui sont au plus bas historique. Alors tout le monde dit, ah bah ouais, que le marché est pessimiste. Non, en fait non, c'est du long short, spéculatif dans un sens, couverture de l'autre. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça peut continuer parce que ces mouvements-là, spéculatifs, généralement, s'arrêtent de leur belle mort. Mais Après, c'est intéressant, la semaine dernière, là, ce long Nasdaq, short Russell 2000, on a vu que la semaine dernière, il s'est un peu résorbé. Mais bien sûr. Et je fais le lien avec ce que disait Gilles tout à l'heure, quand on parlait des valeurs de luxe. Moi, j'étais interrogé sur le jour où LVMH a publié. Et toutes les valeurs de luxe montaient. Je dis, bon, ben voilà, c'est joué. LVMH n'a pas fait plus haut depuis. Non. Bon. Est-ce qu'on va avoir la même chose sur les GAFAM Quand aux elles verront États-Unis? les résultats du deuxième trimestre? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au mois de mars, la techno rebondissait, parce qu'elle a fait son point bas à l'automne dernier. Oui. Mais ça n'empêchait pas le marché américain d'être très en retard. Et puis une fois, j'ai dit, il y a un rattrapage qui va venir sur le marché américain. Et donc, c'est vrai que il y a eu une diffusion de la surperformance des grosses capis les unes après les autres. Elles n'ont pas toutes remonté en même temps. Rappelez-vous Tesla qui a aussi, à un moment donné, s'est réeffondré avant de remonter. Et puis, il y a eu les dernières semaines, effectivement, le phénomène IA qui a tout bouleversé. Ça ne peut pas durer. À ce rythme-là, avec cette intensité-là, forcément. comme vous dites, ouais. Forcément. Et puis la question, c'est finalement, qu'est-ce que l'IA va apporter? Est-ce que c'est uniquement de la croissance? Et si on raisonne, Oui. finalement, ce qu'on dit, c'est surtout effectivement de l'efficacité, puisqu'on va tous être remplacés par des robots. Bon, dans un marché efficience et encore compétitif, ces économies, ces gains d'efficience, ils vont être rendus en partie aux clients, parce que les clients vont dire, si ça vous coûte moins cher, je ne vais pas continuer à payer aussi cher. Surtout que finalement, vous avez des effets d'échelle. Donc, en réalité... C'est ultra déflationniste, quoi. Alors, ça peut être en partie déflationniste. Et donc, je pense que suivant la structure des marchés sous-jacents, s'ils sont plus ou moins fragmentés, effectivement, il peut y avoir des impacts déflationnistes. Et donc, ça peut en tout cas peser sur les taux de croissance. Parce qu'effectivement, ça va permettre une diffusion plus importante, l'émergence de nouveaux business, ça sera intéressant, parce que c'est des business qui, jusqu'à maintenant, coûtaient trop cher à mettre en place, et finalement, peut-être que cela coûtera, ça permettra de faire des choses moins chères. Et donc, ça va rebattre un peu les cartes. Mais c'est pas que du positif. Je pense qu'il y aura un effet déflationniste. On est très focalisé sur les méga cap US dopés à l'IA, mais il y a tout en effet miroir, toute la partie du marché ou des secteurs ou des valeurs qui baissent. Plus le TAMIA monte, plus on voit certaines valeurs baisser. Je les cite pas, mais en on réalité, en a en tête quand même. les sociétés qui ont deux services qui ne sont pas du service sur le terrain. Mais on peut prendre personne parce que c'est celle-là qui a donné là. Dans l'éducation. Où on peut substituer
par un service qui coûte moins cher, effectivement, il y a des sociétés qui vont être sous pression. Donc ces sociétés avec des profitabilités relativement faibles et des barrières à l'entrée relativement faibles, effectivement, pourront souffrir. Là où ce qu'on voit, et ce qui est assez intéressant, et je finirai là-dessus, c'est qu'en réalité, ceux qui ont émergé comme étant gagnants, c'est ceux qui fournissent les pelles et les pioches d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire Schneider et Legrand, parce que qui dit IA dit besoin de plus de data center. Et pourquoi NVIDIA a monté ? Et donc l'efficience. Et pourquoi NVIDIA a monté ? Parce qu'en fait, ça veut dire plus de capacité de calcul et donc plus de computing. Oui. Ça, j'allais dire, c'est la chaîne logique évidente de ce qu'on peut se dire à ce stade. Et ça, on est capable de le voir. Sur toutes les entreprises, ça va être plus compliqué de savoir si... On aurait pu dire exactement, mot pour mot, la même chose en l'an 2000. Tout à fait. Se regarder ceux qui fournissent les pelles et les pioches. Exactement les mêmes applications. Plus l'effet baisse des prix, des inflations, etc. Donc, c'est vraiment le même phénomène sur le plan psychologique des marchés. Hein. La disruption, c'est votre domaine. Benoît, vous êtes toujours sur le fond. Je vais me faire l'avocat un peu de l'IA. Non, mais si, bien sûr. Mais oui. Internet s'est développé. C'est pas bien sûr. Tout ce qu'on avait annoncé, c'est produit. Oui, il y a le phénomène de bulle et il y a la thématique et la puissance de la thématique. Est-ce que ça va apporter ou enlever, j'en sais rien, à moyen long terme. Ça va se produire. C'est pas juste un thème tech. On a tous compris que c'était un thème non tech qui allait bien au-delà du chipmaker et du vendeur de pelles et de pioches. Question quand même, parce que le cycle de la hype, c'est quand même important. À quel stade du cycle de la hype IA on est aujourd'hui là, quand vous regardez la valo du thème, tout simplement. Ce qui me frappe, c'est justement cette dimension tech. Vous regardez l'arbitrage croissance-value et vous comparez les États-Unis à l'Europe, vous pouvez légitimement penser qu'effectivement des prises de bénéfices après un tel parcours sont absolument pas scandaleuses. Enfin, très clairement, c'est pas... Il y a un engouement, il y a une hype absolument indéniable. Maintenant, est-ce que ce succès, cet engouement, il s'explique ? Et en réalité, il y a pour moi là, un point vraiment central, c'est que les possibilités offertes par l'IA, déjà, c'est plus du tout quelque chose de sectoriel. C'est comme vous l'évoquez, c'est extrêmement large. En réalité, 60% des jobs, potentiellement, seront impactés, soit assistés par l'IA, soit compensés par l'IA. Donc on ne va pas tous être remplacés par des robots, mais on va tous être considérablement aidés par ça. Augmentés. Exactement. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que c'est une réponse à une problématique qui, depuis plus d'une décennie, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas la résoudre, c'est le déclin des gains de productivité. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu, quoique structurellement, ça génère de l'inflation, mais ça maintient des taux d'emploi élevés. C'est-à-dire que, comme on n'est pas très productif, on le voit, il y a un trend pas bon sur notre productivité, on emploie plus de monde, donc c'est plutôt bien. Mais en réalité, ça génère un peu de l'inflation de façon conjoncturelle. Mais une telle productivité, en fait, ça pose un vrai sujet, puisque c'est notre croissance potentielle, c'est le financement des États, c'est l'équilibre de nos régimes de retraite, etc. Jusqu'à présent, la seule réponse fournie à cela, c'est du protectionnisme, des vœux pieux de réindustrialisation. En réalité, on voit que dans les faits, ça ne marche pas. Et ça ne se matérialise pas. Là, on a une vraie piste crédible, très utile, pour lutter contre ce problème de productivité. Et c'est à mon sens ce qui fait tout l'engouement de l'IA. Alors après, évidemment, quand on va s'amuser à comparer NVIDIA et le VMH, c'est vrai, en termes de PE, c'est scandaleux. Si vous prenez les perspectives de croissance, vous faites un price to growth, c'est pas cher NVIDIA par rapport à LVMH. Quel crédit on apporte à ces perspectives de croissance ? C'est là où LVMH a démontré historiquement sa capacité à générer de la croissance, que vont devoir faire les boîtes de l'IA. Maintenant, il y a cet élément qui rend, en tout cas en partie, ces chiffres crédibles. Vous êtes aussi économiste, Benoît, et j'en discute. Vous dites c'est une piste pour un regain potentiel de productivité dans nos économies. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie. 10 ou 15 ans après l'apparition de ce genre de truc, les économistes me disent, ceux que j'interroge, au point de vue macro, ça n'a rien changé à la big picture de la productivité, qu'on mesure aujourd'hui. Après, il faut réfléchir à la contraposer. Qu'est-ce qu'aurait été notre productivité ou nos gains de productivité si on n'avait pas eu ça ? Mais d'un point de vue macro, il n'y a pas d'évidence que ça ait généré des gains de productivité. Patrick Artus avait une théorie intéressante où il disait exactement le contraire. C'est qu'en fait, ça a généré des pertes de gains de productivité. Pour une raison très simple. C'est qu'en réalité... Si, c'est ça, parce qu'au final, tout le monde fait tout soi-même, en réalité. Oui, mais en fait, ça a permis la création de nouveaux emplois. Mais attends, mais il y a plein d'aspects positifs. Oui, mais de nouveaux emplois peu qualifiés. Est-ce que c'est la martingale de la productivité ? Non, parce qu'en fait, ça a permis l'émergence de plein de nouveaux emplois peu qualifiés. Alors, il prenait l'exemple du chauffeur Uber. Et donc, en termes de productivité, c'est pas dingue.
Donc en fait, oui, ça vient apporter quelque chose, mais que la création d'emplois qui est générée par ça, finalement, c'est des emplois qui sont moins productifs. Ça peut rester limité. Le chercheur, le scientifique, lui, sans doute, qui va trouver des gains de productivité fabuleux, mais au point de vue macro... Moi, je dirais autre chose. Je dirais que ça génère beaucoup de gains de productivité dans une partie de l'économie qui sont redistribués dans le reste. Et le reste de l'économie qui est moins productif. Je voudrais revenir sur le débat de l'IA et la comparaison avec les révolutions industrielles. Chaque révolution industrielle depuis 200 ans a fait exactement la même chose. Les PC, ça a révolutionné tout le monde. Internet, ça a révolutionné tout le monde. L'IA, ça va être la même chose. D'accord. La seule différence entre les trois, c'est qu'à chaque nouvelle révolution, les choses vont de plus en plus vite. Oui. Donc ça peut aussi expliquer en partie que l'engouement soit de plus en plus fort, parce qu'on se dit « Oh, mais cette fois, this time is different, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. » Or, bien sûr, ça va être plus rapide, mais il y aura quand même des laissés pour compte, il y aura quand même des problèmes de survalorisation à un moment donné. Donc, sur le plan économique, tout va se produire, probablement. Surtout qu'on n'a pas parlé de démographie, mais... on avait peut-être un problème de productivité, mais on a surtout un gros problème de démographie devant nous. Donc tout ce qui va nous permettre de remplacer le facteur humain, que ce soit des robots japonais pour aider les personnes âgées ou pour traduire plus vite quelque chose, ça va être... On en aura besoin. Donc, mais par contre, c'est la vitesse du marché par rapport à la réalisation microéconomique qui pose problème à un moment donné. Et peut-être un des points pour répondre où est-ce qu'on en est dans la hype. Oui. Le point que je note, est-ce que c'est une preuve, mais en tout cas c'est un élément d'observation intéressant, c'est qu'il y a en ce moment, il y a eu ces dernières semaines, énormément de conférences financières où on a pu rencontrer avec mes collègues un certain nombre de sociétés. Et tant aux États-Unis, où j'avais certains de mes collègues, qu'à Paris la semaine dernière, il y avait un point commun, c'est que toutes les entreprises, tous les CEO étaient interrogés sur l'AI, sur l'intelligence artificielle, quel que soit le secteur. Bien sûr. Donc, où est-ce qu'on est dans la hype ? Assez loin déjà. Moi, mon baromètre, c'est Carrefour. Je l'ai raconté plein de fois, mais Carrefour 2018, nous utilisons blockchain pour nos services logistiques. Carrefour 2022, nous entrons dans le métaverse. Carrefour avant-hier 2023, nous utilisons ChatGPT dans nos robots conversationnels pour vous aider à faire les courses et élaborer vos recettes. Et tu veux un autre exemple ? Et non, mais juste pour finir sur Carrefour, résultat sur 5 ans, l'action Carrefour, c'est... Non, mais pour dire qu'on peut en parler... ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous en parlez que ça change votre modèle d'affaires, que ça change votre statut boursier ou votre statut. Comme quoi les marchés sont pas dupes. Alors regardez les performances qui n'arrêtaient pas de baisser parce que l'IA va tuer le modèle. On signe un partenariat avec ServiceNow pour utiliser l'intérieur. Hop, le titre commence à remonter. Ouais, mais il y a des boîtes qui vont devoir démontrer. Capgemini, ça a été ça. Capgemini, ça baisse depuis 2-3 mois. Ils annoncent une extension de partenariat avec Google Cloud sur des applications, usages IA, etc. Le marché prend conscience que Capgemini va quand même être dans un acteur qui va jouer le thème, quoi. C'est ça, comme à chaque fois, tout phénomène de disruption, il y a les gagnants évidents au parcours boursier impressionnant, il y a tout un écosystème derrière qui est un peu moins évident, puis il y a les perdants, il y a ceux qui vont être capables de s'adapter, et là-dedans, il faut réussir à faire le tri, quoi. Non, mais c'est bien parce qu'on surestime toujours les impacts à court terme et puis on a tendance à sous-estimer les impacts de moyen long terme qui peuvent être très importants et très puissants également. Google, lors de son entrée en bourse, c'était le top avait commencé par baisser. Oui. Et puis bon, finalement, ils sont là plus que jamais encore aujourd'hui. Oui, mais il n'y avait pas que PerNoël.fr à l'époque. Oui, il y avait aussi Google, Amazon, mais le marché, et les autres. Et il y avait eu pas mal de doutes à l'époque, mais pourtant, les valos étaient quand même cool. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand ChatGPT a été révélé au monde en novembre dernier, les premières réactions qu'on pouvait recueillir et qu'on se faisait à l'antenne, c'était de dire « Ouh là là, gros danger pour la rente du moteur de recherche de Google telle qu'elle existe aujourd'hui. Les IA génératives, conversationnelles vont faire exploser ce modèle, etc. » Et très vite, ils ont rassuré. Nous aussi, on a Bard, etc. Mais on se disait que ça allait quand même très vite changer les... Je ne sais pas si c'est un tropisme français, mais aussi immédiatement, on allait dire que c'était peut-être la fin de l'extinction de l'humanité et qu'il fallait absolument réguler. C'est peut-être un tropisme français de voir ça comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, on le voit un peu différemment. Ouais. D'ailleurs, les 3 fondateurs de Mistral AI, donc c'est la vedette, boîte créée il y a une semaine, donc qui a levé 100 millions et qui a valorisé 250 millions d'euros. Mais génial. Attends, les 3 génies qui sont dans le top 100 mondial, sans doute, des chercheurs IA aujourd'hui, passés chez Meta et chez Google. Le message qu'ils font passer, c'est la proposition de législation européenne aujourd'hui risque d'empêcher l'innovation dans ce nouveau domaine dont nous ne connaissons même pas encore
les conséquences et les possibilités à moyen long terme. On va peut-être réguler d'abord la publicité de Google avant de réguler. Ouais, c'est ça, oui. Il y a une volonté de réguler avant de comprendre. On verra si l'Europe arrive à splitter Google, effectivement, sur la question de la pub. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Genzi, Cholet Dupont, Oudard, Benoît Pelloual, Vega IM et Gilles Guibou, AXA IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème industriel dont on parle depuis quasiment une paire d'années, peut-être sur cette antenne. L'essor des plateformes d'investissement qui permettent de démocratiser l'accès aux actifs privés pour toute une catégorie de clients, privés en l'occurrence, d'épargnants, qui n'ont jamais eu accès à ces actifs depuis trop longtemps maintenant. Et donc cette vague de démocratisation est embarquée aujourd'hui depuis quelques années, effectivement. Pierre-Olivier Desplanches est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique, le directeur général et cofondateur d'Archinvest. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, société que vous avez cofondée avec Émilie Loyer-Butiot en octobre dernier. Donc voilà, en pleine vague d'essor de ces plateformes d'investissement. Alors, on parlera de la demande, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur l'idée qu'il y a un vrai réservoir de demande pour ce genre de produits aujourd'hui, notamment en Europe. Et donc, c'est bien la question de l'offre qui m'intéresse. Quand vous avez analysé le marché, là, tel qu'il est en train de se structurer aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la qualité de votre offre? Qu'est-ce qui fait la différence de l'offre que vous apportez au marché chez Archinvest? Merci Grégoire. Bon, en fait, effectivement, on voit qu'il y a une demande très forte pour ces grands fonds. La question, c'est est-ce que les grands fonds sont prêts à s'ouvrir à ce genre de nouveaux investisseurs? Ce qui se passe, c'est que c'est une tendance aujourd'hui qui est tout à fait d'actualité parce que ces grands fonds cherchent à diversifier leur collecte d'argent. Aujourd'hui, l'essentiel de leurs pourvoyeurs de fonds sont des investisseurs institutionnels sophistiqués qui investissent dans ces grands fonds depuis 40 ans pour de très bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas trouvé de classe d'actifs qui leur donne un rendement et un profil de risque associé à ce rendement aussi intéressant. Donc on parle de fonds de pension américains, donc qui gèrent la retraite des Américains, de compagnies d'assurance, de fonds souverains. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, c'est que vous avez ces acteurs qui ont une exposition très forte au private equity parce que les marchés américains notamment ont corrigé, notamment sur la tech, et n'ont pas récupéré, contrairement aux marchés boursiers européens. Si un jour on m'explique le catalyste à ça, je serais ravi. Mais en tous les cas, il s'avère qu'ils ont une exposition... Donc mécaniquement, la pondération, le poids des actifs privés est élevé. Et en plus, les fonds ont investi relativement plus rapidement ces dernières années. Donc au lieu d'investir entre 4-5 ans, ils ont investi en 3 ans. Donc ils reviennent les mains vides parce qu'aujourd'hui, les conditions de marché pour sortir ne sont pas optimales. Et donc, pour lever un nouveau fonds, ils n'ont pas d'argent à rendre déjà à leurs investisseurs. Donc même les meilleurs géants aujourd'hui ont beaucoup de mal à lever d'argent. Donc c'est sûr que s'intéresser à cette diversification aujourd'hui, c'est d'autant plus opportun que c'est très difficile de lever de l'argent avec les pourvoyeurs habituels d'argent. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, tous les grands géants en fait s'intéressent à cette diversification. Et un bon exemple, c'est typiquement un fonds comme CVC, qui est un fonds exceptionnel, qui est sursouscrit sur sa génération de fonds LBO, et qui nous a dit, en fait, nous, on souhaite diversifier notre collecte. On a envie de faire un partenariat avec des gens comme vous, parce que vous venez du private equity, vous avez travaillé dans des grands fonds. Et moi, on va le raconter, Pierre-Olivier, bien sûr. Et donc, du coup, ces gens-là, même s'ils sont sursouscrits, c'est encore le cas aujourd'hui, font des partenaires avec nous pour prévoir l'avenir avec ce nouveau marché. C'est hyper intéressant. Si je comprends bien, je reformule, mais des gérants stars, des stratégies stars du private equity, pour lesquels des clients institutionnels faisaient la queue pour investir des centaines, des milliards de dollars, sont en train de vous dire aujourd'hui, quand vous allez les voir, donc on parle de tickets d'entrée à 100 000 euros, évidemment agrégés avec la masse, sont en train de dire ouais, ça nous intéresse. Exactement. Et c'est sûr que les gens qui connaissent le private equity vous disent comment c'est possible de pouvoir rentrer dans ces grands fonds à partir de 100 000 euros, alors que vous êtes un institutionnel. Dans certains fonds, vous devez mettre 20 millions d'euros sur la table et on vous dit vous n'êtes pas sûr d'être servi parce que si on est sur souscrit, on privilégiera nos investissements. Il y a un rapport de force, une offre-demande là qui a changé. Voilà. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il y a quand même une pression très forte des institutionnels pour obtenir du co-investissement sans frais et un comportement très moutonnier des investisseurs institutionnels qu'on voit aujourd'hui. Il y a 18 mois, vous demandiez à n'importe quel gérant de fonds est-ce que tu penses que ça va être compliqué de lever ton prochain fonds ? Ça le faisait rire. Aujourd'hui, ils rient tous un peu jaunes parce que les portes se sont complètement fermées. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas un institutionnel qui aujourd'hui est prêt à prêter au private equity. Et donc, du coup, en fait, ils souhaitent se diversifier parce qu'aujourd'hui, c'est quand même clairement
clairement un potentiel énorme qui n'est pas adressé. Et en plus, ça permettra de lisser les effets un peu de cycle de la levée de fonds du fait des institutionnels. Je commence à suivre un peu le monde du private equity. Je comprends qu'il n'y a pas un private equity, il y a des private equity, il y a différentes stratégies, mais même au sein d'un même univers en termes de stratégie, il y a une très grande différence de qualité entre les meilleures stratégies et celles qui font moins bien le job, pour dire les choses, Pierre-Olivier. Et c'est là où je trouve que ça reste quand même un people business fabuleux, parce que la clé pour rendre ces passerelles accessibles entre des clients privés et les meilleures stratégies, on parle des meilleures, hein, encore une fois, s'il faut 20 ans de private equity derrière soi, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui... C'est le meilleur actif, c'est vous et Émilie qui ont cofondé la société. C'est clair que ça ne va pas être toute la technologie qui est derrière pour simplifier l'accès à ces grands fonds au travers d'une solution digitale. Ça, finalement, c'est un prérequis. C'est une commodité, ça, aujourd'hui. Ça devient une commodité. Ouais. La vraie valeur ajoutée d'une équipe comme la nôtre, c'est qu'on a fait toute notre carrière dans des grands fonds de private equity, donc on a déjà les accès. Quand vous ne faites pas partie de ce milieu, vous n'avez pas de grands fonds qui vont vous ouvrir la porte, parce que en fait, vous faites un partenariat avec eux et ils vont s'associer avec des gens qui comprennent leur métier, qui peuvent en parler avec les mots justes et qui comprennent leur ADN. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il faut pouvoir les sélectionner. C'est pas parce que vous avez accès à tous les fonds qu'il faut tous les sélectionner, parce qu'évidemment, tous ne sont pas de la même qualité. Vous avez une statistique entre 2007 et 2017, le marché du private equity dans son ensemble a rendu 13% net à ses investisseurs. Ça peut paraître beaucoup par rapport à certaines classes d'actifs, mais quand vous prenez les meilleurs gérants, ils ont rendu 20%. Ça fait quand même 50% d'écart. D'où l'intérêt de confier son argent à des gens qui connaissent très bien ce secteur, parce que au travers des filtres que nous, on impose, on va pouvoir sélectionner pour vous les meilleurs gérants, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de récurrence des investissements et de la solidité de... Oui, surtout que pendant la décennie précédente, on réfléchissait en rendement nominal, réel, c'était à peu près la même chose. Là, peut-être que le rendement réel va être plus important à regarder, justement. Donc, effectivement, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Comment vous avez structuré votre offre, là, pour le coup, précisément, quelle clientèle est-ce que vous visez et comment, effectivement, l'offre produit c'est mis en place? Alors nous, on s'adresse à des personnes qui peuvent investir 100 000 euros ou plus dans cette classe d'actifs. Ça, c'est un standard aujourd'hui dans le marché qui est en train de se construire, tel qu'il est en train de se construire. Vous avez plusieurs positionnements. Nous, c'est celui qu'on a choisi. Vous avez un positionnement qui peut être plus retail, entre guillemets. Nous, on s'adresse à une population d'investisseurs qui sont avertis au sens de la réglementation, donc qui vont être professionnels ou assimilés professionnels. Donc ils investissent 100 000 euros, mais c'est un montant qui est appelé au fur et à mesure, parce que les fonds d'investissement investissent au fur et à mesure, donc l'argent n'est pas déployer immédiatement. Ensuite, nous, on a un positionnement qui est très particulier, c'est qu'on a vocation à couvrir l'ensemble des stratégies du non-coté sur plusieurs produits. Donc, on est multi-stratégie, multi-produits. Donc, aujourd'hui, on ne couvre pas toutes les stratégies. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas encore assez d'historique, mais surtout, on va pousser des stratégies qui nous paraissent être les plus pertinentes compte tenu de l'environnement macroéconomique. Pour le moment qu'on vit aujourd'hui. Pour le moment, ça va être du LBO, de la dette privée et du secondaire. Ce sont les trois stratégies qu'on a retenues et qu'on met en avant aujourd'hui au travers de plusieurs produits. Donc, qui vont être des multifonds, donc des fonds de fonds. Vous avez plusieurs gérants dans un seul véhicule, des fonds uniques, un seul gérant, ou du co-investissement direct, vous êtes investi dans une seule société. D'accord. Les trois stratégies redites, LBO, secondaire. Dette privée et secondaire. D'accord. Là, c'est le timing, c'est le bon moment pour y aller. Il y a des opportunités très intéressantes. Pour le reste, il faudra être patient. Typiquement, on connaît très bien la tech, on a investi plus de 100 millions dans des sociétés tech en deal by deal. On considère qu'aujourd'hui c'est trop tôt, donc on ne pousse pas de fonds de tech ou de multifonds de tech. Aujourd'hui, le LBO, pourquoi on pense que c'est le très bon moment ? Bon, évidemment, avec 25 ans d'expérience, on a vécu certaines crises. Les cycles. Les cycles, on a déjà vécu, en fait, effectivement, c'est plus un cycle, ces périodes d'augmentation forte de taux d'intérêt. Et pourquoi c'est une opportunité intéressante ? C'est que quand vous avez une augmentation de ces taux d'intérêt, vous augmentez le coût de l'argent. Donc, en fait, quand vous êtes sous LBO, vous empruntez de l'argent. Donc, mécaniquement, quand vous faites vos projections avec des hypothèses de revenus, des hypothèses de coûts, vous avez une donnée qui a changé par rapport à il y a 18-24 mois, c'est le coût de votre emprunt et le montant d'emprunt que vous allez pouvoir mettre pour financer l'acquisition. Et donc, vu que vous avez un coût supérieur et moins de dette possible, mécaniquement, pour obtenir le même rendement, vous allez payer moins cher la même société. Donc, on est dans un marché aujourd'hui où on se regarde un peu en chien de faïence entre vendeurs et acheteurs. Les vendeurs, parfois, ne sont pas encore prêts à baisser, mais sur la durée, ils vont devoir atterrir. Et des acheteurs qui, quand ils arrivent à faire un deal, le font dans de très, très bonnes conditions économiques. Et dans 4 à 5 ans, quand l'économie sera un tout petit peu plus lisible, les banques reviendront sur le marché, les multiples remonteront et du coup, on pourra sortir dans très bonnes conditions.
Souvent, on dit que les millésimes de crise sont les meilleurs millésimes à l'arrivée. Effectivement, c'est plus pas performants, quand le ciel est bleu, que l'argent coule à flot oui. et qui coûte rien, comme on a vécu au cours des 8 dernières années, que vous faites les meilleurs deals. Ouais. Vous faites parfois des très bons deals si vous arrivez à rentrer, à sortir sans vous faire pincer. C'est sûr que les millésimes qui ont été déployés au cours des 2 ou 3 dernières années, ça va être plus dur. Ce ne sera pas forcément des mauvais millésimes parce que dans ces opportunités, dans ces périodes, il y a aussi des opportunités pour les fonds de consolider des positions avec des acquisitions moins chères, mais ça prendra plus de temps. En tous les cas, sur l'ensemble de ces fonds, on voit bien que c'est vraiment pas dans les périodes effectivement où l'argent coûtait rien que vous avez les meilleures performances, et ce sont les meilleurs gérants dans les périodes où c'est plus difficile à lire qui se distinguent par leur performance. Comment vous traitez la question de la liquidité quand on adresse une clientèle, alors certes sophistiquée, comme vous le faites, mais qui doit s'engager dans un tunnel de 10 ans. Visiblement, de ce que je comprends du marché tel qu'il est en train de se structurer, la question de la liquidité revient quand même régulièrement. J'observe d'ailleurs que ça devient même chez certains une obsession de fournir une liquidité la plus régulière possible, s'il faut, tous les mois, etc. Donc évidemment, après, il y a la mécanique, l'ingénierie avec l'assureur qui peut le permettre. Mais je me dis, cette liquidité qu'on vous offre tous les mois, tous les 15 jours, j'en sais rien, sur des tunnels de 10 ans, elle a forcément un coût. Ça se retrouve, j'imagine, dans le rendement final de la stratégie. Et puis surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer quand même ce qu'est le private equity par nature ? Effectivement, un deal de private equity, vous investissez sur la durée, donc vous créez de la valeur sur 4-5 ans, vous confiez votre argent à une équipe de management qui est coachée par un fonds d'investissement, et c'est sur cette durée que vous créez de la valeur. Alors, il ne faut pas penser que l'argent est bloqué 10 ans comme certains le pensent, parce qu'il faut imaginer que chacun des flux que vous allez investir va être investi pendant 4-5 ans, donc ressort au bout de 4-5 ans. Mais évidemment, sur la durée d'investissement de 4-5 ans, votre dernier flux ressortira dans 10 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le marché aujourd'hui des investisseurs particuliers est encore très nouveau, il n'est pas encore mature, mais quand je regarde, il y a très longtemps en arrière, quand j'ai rejoint Carlyle en 99, il y avait un marché du secondaire qui était quasiment inexistant, en tout cas qui n'avait rien à voir avec la dynamique du marché secondaire des institutionnels d'aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment illiquide, quoi. Donc les institutionnels investissaient et la plupart du temps devaient attendre que le fonds leur rende de l'argent. Aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à un marché secondaire extrêmement important qui est très dynamique aujourd'hui parce qu'ils voient bien que l'argent ne va pas ressortir tout de suite à cause de l'environnement de sortie. Et donc, vous avez des fonds spécialisés qui rachètent des parts d'investisseurs institutionnels qui souhaitent sortir pour faire tourner leurs actifs. Donc nous, on est persuadés que ce marché de la liquidité, il va se créer au niveau des se structurer. Et nous, ce qu'on offre, évidemment, on n'offre pas une garantie à nos investisseurs, mais on leur offre de la sérénité parce qu'en ayant une plateforme avec de nombreux investisseurs, on va pouvoir organiser une rencontre entre la personne qui veut sortir et une personne qui souhaiterait éventuellement rentrer à un prix de marché, évidemment. Mais c'est une question nécessaire pour rendre ces actifs désirables à la clientèle que vous visez. La façon dont on le voit, c'est plus que certains investisseurs se disent qu'est-ce qui se passe si j'ai un pépin en cours de route. Et c'est ça ce qu'on veut résoudre ce problème. On ne veut pas leur dire si vous investissez en private equity dans 5 ans, vous achetez une maison, ce n'est pas le bon placement. Par contre, si vous avez un problème, levez le doigt, nous on sera là pour vous accompagner et vous trouver une contrepartie pour sortir. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Merci d'être venu parler de ce sujet industriel effectivement qui monte en puissance, qui est déjà dans le paysage industriel aujourd'hui de la gestion. La démocratisation des actifs privés au sens large, private equity, mais il y a aussi toute la partie dette privée, infrastructure et autres. Pierre-Olivier Desplanches, directeur général d'Arch Invest, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.